Donc on va continuer aujourd'hui le cours sur les quadrivecteurs. Donc il y aura un ou deux aspects un petit peu formels, mais pas beaucoup. Et l'idée c'est d'introduire la notion de quadrivecteur quantité de mouvement, qui va vraiment jouer un rôle important. Et s'attarder un petit peu aussi sur la notion d'énergie en relativité, le fameux E égale MC2. On va rencontrer ça aujourd'hui. Alors je vais juste rappeler vraiment là où on était la dernière fois, parce que ça commence à faire un petit peu longtemps. Donc on avait terminé en introduisant le quadrivecteur vitesse. Et une des dernières choses que vous avez dû écrire, ça devait être quelque chose comme ça. Un objet à 4 composantes, dont les coordonnées sont gamma C, et puis ensuite gamma fois les composantes de la vitesse. Vous êtes OK avec ça? Donc on avait montré en particulier, ça on va s'en servir tout à l'heure, que le produit scalaire de U avec U, tel qu'on l'a défini pour les quadrivecteurs, ça valait C carré. Et quelque chose que j'avais pas eu le temps de faire, mais je vais vous le dire tout de suite, il y a une propriété qui pourra aussi être intéressante dans la suite, c'est que quand V est très petit devant C, donc on est en train de considérer des objets qui ont des petites vitesses, le terme gamma qui est ici est quasiment égal à 1. Entre parenthèses, le gamma que là, je l'avais noté gamma avec un petit peu, probablement. C'était le gamma de la particule. Et donc on a dans ce cas-là que gamma P c'est à peu près égal à 1. Et dans ce cas-là, le quadrivecteur vitesse est quasiment donné par C, Vx, Vy, Vz. Voilà, ça tend vers quelque chose qui a une composante temporelle égale à C, et puis le reste qui sont les composantes usuelles de la vitesse. Pour rappeler juste la démarche de la dernière fois, je vous avais dit, on va se placer en relativité, on a besoin de se placer dans un espace à 4 dimensions, l'espace-temps. On pourrait bêtement prendre les vecteurs usuels et puis rajouter une composante temporelle. Je vous ai montré que si on définit U de manière rigoureuse comme ça, c'est pas quelque chose de satisfaisant, parce que la manière dont ça se transforme, ça fait que ça ne respecte pas un certain nombre de lois de la relativité. Je ne reviens pas sur ce qu'on a fait la dernière fois, mais on a vu qu'il valait mieux. Ça semblait beaucoup plus pertinent d'utiliser plutôt cette définition-là que celle-ci. En particulier, ça, c'est un quadrivecteur, c'est quelque chose qui se transforme de manière bien déterminée quand on passe d'un référentiel galiléen à un autre, alors que ce n'est pas le cas de cette forme approximative, de cette forme approchée. Alors, je vais vous donner ici quelques propriétés des quadrivecteurs. Et j'ai même noté quelque part le plan de la dernière fois. 4, produits scalaires. Alors j'ai déjà défini la dernière fois le produit scalaire pour des quadrivecteurs. Je réécris juste la définition. Quand on a un vecteur A, un quadrivecteur A et un quadrivecteur B, ce qu'on définit comme A scalaire B comme ça, je vous rappelle que c'est A T BT moins AX BX moins AY BY moins AZ BZ, où AT, AX, AY, AZ, c'est les coordonnées du quadrivecteur A, et pareil pour B. Alors, je vous mets en garde contre un truc. Si jamais vous allez lire de la relativité dans des ouvrages de physique, vous allez voir des bouquins sur ça, les conventions ici peuvent différer d'un livre à l'autre. Les auteurs prennent parfois cette définition-là pour le produit scalaire, prennent parfois aussi la convention de signe opposée. Vous trouverez parfois, produit scalaire de A avec B, un moins ici, plus là et plus là. Ce sera toujours des signes différents entre les parties spatiales et les parties temporelles, mais certains choisissent de mettre le signe ici. Et il n'y a vraiment pas ici une convention qui s'impose en fait. Il y a des bonnes raisons de prendre cette convention-là, il y a aussi des bonnes raisons de prendre la convention opposée. Donc voilà, les auteurs font chacun leur choix. Donc il faut bien être conscient à ça. N'allez pas piocher une formule au hasard dans un bouquin qui fait intervenir le produit scalaire sans avoir vérifié avant la convention que prend l'auteur. Et ça, du coup, c'est quelque chose que disent vraiment les auteurs explicitement. Tout le monde est conscient qu'il y a une ambiguïté ici, donc tous les gens qui commencent un bouquin ou un article ou n'importe quoi de relativité commencent par dire que pour moi, le produit scalaire, c'est ça, ou bien c'est l'opposé. Vas-y.
Ben, ça change tout. Ça veut dire que là où on avait dit nous avant, par exemple, on avait dit la dernière fois, quand le produit scalaire est positif, on a des événements qui sont du genre temps. On avait défini un truc comme ça. Ben, pour les auteurs qui prennent l'autre convention, ils diraient quand l'intervalle est négatif, on a des intervalles du genre temps. Ça change en fait les définitions et parfois les mots qu'on peut utiliser. Mais un événement donné, ici un petit schéma d'espace-temps x et t. Imagine qu'on ait un événement ici et puis un autre là, avec le cône de lumière qui est comme ça. L'intervalle entre cet événement-là et celui-là, il est ici du genre temps, quelle que soit la définition. Pour moi, ici, ça, entre là et là, c'est quelque chose pour lequel l'intervalle ici est positif. Pour un auteur qui a pris la convention de signe opposé, ça va être un intervalle qui est négatif. Mais on va tous les deux ça, on va appeler tous les deux ça un intervalle du genre temps. Donc effectivement, ça change de temps en temps les signes, mais ça ne va pas changer à la fin les conclusions physiques, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus horrible, et du coup, on n'a pas tout faux quand on regarde dans les bouquins. C'est juste à quelques endroits comme ça, où si des fois vous avez un signe de différence, vous ne comprenez pas un signe dans un bouquin, c'est la première chose à regarder. Tiens, quelle est la convention de signe qu'il a prise, et est-ce que ça peut éventuellement venir. Moi, je vais vraiment prendre ça dans tout le cours, les exercices, les examens. Je vais m'amuser à changer ça en cours de route. Alors, vous verrez employer une notation pour ça qui est assez compacte et qui se généralise après quand on étudie la gravitation. C'est pas mon propos ici, mais du coup, ça vous prépare quand même. Ça, on l'écrit, enfin, on le voit écrit de cette manière-là. On l'écrit comme somme sur I allant de 0 à 3, de AI fois BI, fois BJ, pardon. Du coup ici c'est aussi J égale 0 à 3, et quelque chose qu'on appelle ici, qu'on note état. Ça c'est une lettre grecque avec deux indices. État ici, c'est avec deux indices, c'est une matrice en fait. Et les éléments de état IJ, c'est ça. Alors ça semble une manière extrêmement compliquée, donc on remplace ça qu'on comprend bien par ça où on ne comprend rien, hein, on a l'impression, mais vous allez voir que ça peut effectivement simplifier l'écriture. Je reviens quand même un moment sur ça. Ce que dit l'équation qui est ici, hein, c'est qu'on prend toutes les valeurs de I entre 0 et 3, toutes les valeurs de J entre 0 et 3, donc finalement tous les éléments de la matrice qui est ici, et à chaque fois on multiplie l'élément de la matrice par le AI correspondant et le BJ correspondant. Par exemple, pour I égale 0 et J égale 0, c'est le terme qui est ici. Donc on fait I égale 0, J égale 0, c'est état 0, 0, c'est lui, fois la composante 0 de AI, c'est-à-dire sa composante temporelle, fois la composante 0 de BJ, c'est-à-dire sa composante temporelle. Pour I et J égale 0, ça, c'est simplement le terme qui est ici. Pour I égale 1, J égale 1, c'est le terme qui est là. Et vous voyez qu'il y a un moins qui est ici, qui vient de là. Pareil pour I égale 2 et J égale 2. Pareil pour I égale 3, J égale 3. Et toutes les valeurs là-dedans pour lesquelles I n'est pas égal à J, bah, ça correspond à des zéros dans la matrice qui est ici. Du coup, ça ne contribue pas à la somme. Ça semble compliqué, mais c'est parce que d'une part, les matrices de ce type-là, ça va jouer un rôle important dans la suite. Quand on va aborder l'électromagnétisme à la toute fin de ce cours, on introduira des objets mathématiques qui s'appellent des tenseurs. On n'a pas peur du mot. Tenseur, c'est une généralisation des quadrivecteurs. Voilà. Donc, on reviendra sur ce genre de notation un peu plus tard. Et si un jour vous êtes amené à étudier la relativité générale, pourquoi pas, vous verrez qu'en fait, du coup, là, il a commencé à apparaître des termes non diagonaux là-dedans et ça change le produit scalaire. La notation qui est ici, quand on fait de la relativité depuis plus de 3 minutes, voilà, on en a un peu marre d'écrire cette somme tout le temps, et en fait, ce qu'on écrit, c'est même quelque chose d'encore plus simple, on écrit ça comme ça. On enlève le signe somme et on fait la convention qu'on appelle la convention d'Einstein, une convention de la sommation implicite. La convention, c'est la suivante. Quand dans une expression de ce type-là, vous avez deux fois le même indice qui se répète, c'est-à-dire qu'il y a une somme sur cet indice. Donc ici, ça, implicitement, le fait que I soit là et là, c'est-à-dire qu'il y a une somme sur I. J est là et là, il y a une somme sur J aussi. Et donc on écrit du coup le produit scalaire de ce type-là sous cette forme-là. Vous verrez aussi écrit ça dans les bouquins. Assez fréquent. Alors ici, en tout cas aujourd'hui, moi je ne vais pas m'appuyer trop fort sur cette notation-là, je pense que je ne l'utiliserai pas aujourd'hui.
parce qu'il y a déjà des choses à comprendre avec ça, et je ne veux pas rajouter une difficulté, mais ce n'est pas exclu que je le fasse plus tard. Entre parenthèses, pour les auteurs qui choisissent une autre convention de signe pour le produit scalaire, ça change simplement le 1 au moins 1 ici, et les moins 1 qui sont là en 1. C'est simplement ça que ça change. Un avantage du coup d'écrire les produits scalaires sous cette forme-là, c'est que ça c'est vrai pour toutes les conventions. Une fois qu'on écrit le produit scalaire de cette forme-là, on n'écrit pas explicitement où sont les moins ou où sont les plus, ça c'est caché là-dedans, voilà. Et on écrit le produit scalaire sous cette forme-là, et là du coup c'est vrai pour tout le monde ça. Vas-y. Et AIBJ c'est une matrice aussi du coup. Alors si on prend tout ça, effectivement, ces deux trucs-là mis ensemble, on peut le voir effectivement comme une matrice. Mais alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la règle de sommation entre ça et cette matrice-là, c'est pas le produit des matrices habituelles. Le produit des matrices habituelles, c'est plus compliqué que de prendre les produits 2 à 2 de chacun des éléments. Donc je ne te conseille pas, dans ce cadre-là, de le voir ça comme une matrice. Il faut plutôt le voir comme ça une matrice fois ça un vecteur, ça donne un vecteur, et ensuite ça fois ça, ça donne un vecteur scalaire, un vecteur, et ça donne un nombre. Okay. Alors, je reviens sur la notation qui est ici, enfin déjà sur la notion de produit scalaire. Il y a quelque chose d'un petit peu curieux avec le fait qu'on n'ait pas des plus partout ici. Disons qu'une propriété un peu nouvelle pour vous, c'est la propriété d'orthogonalité des quadrivecteurs. Elle a un sens un peu différent de celle que vous connaissez. On va dire que des quadrivecteurs sont orthogonaux quand le produit scalaire des deux quadrivecteurs est nul. Ça ne va pas changer. Donc, quand on a A scalaire B égal à 0, on dit que A et B sont orthogonaux. Et ça peut se produire dans des conditions plus générales que celles que vous connaissez. Vous, ce que vous savez, c'est le produit scalaire de deux vecteurs est nul quand les vecteurs sont perpendiculaires géométriquement les uns aux autres. Et donc, vous avez si j'écris des vecteurs usuels, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un quadrivecteur ici avec 0, et puis là, je vais mettre des coordonnées AX, AY, AZ. Donc, je prends ici un quadrivecteur qui n'a pas de composante temporelle, et pour le reste, ici, c'est un vecteur usuel. Et si on fait le produit scalaire avec ça, B, X, BY, BZ, donc un autre vecteur purement spatial, ben ça, si c'est égal à 0, ça veut dire que AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ est égal à 0. Et ça, c'est ce que vous connaissez d'habitude. Et ça veut dire qu'effectivement, géométriquement, si on trace dans le plan XY, Z, pardon, dans l'espace XY, Z, le vecteur A et le vecteur B, bah, effectivement, ils vont être orthogonaux géométriquement. Là, du coup, vous avez considéré que c'était la composante temporelle qui était négative? Alors, pardon, je suis allé un petit peu vite. En fait, il y aura un moins devant tout ça. Effectivement, je peux le mettre. Voilà. C'est juste que comme c'est nul, je le savais dans ma tête et je l'ai enlevé. Mais tu as raison, je suis allé trop vite. Donc, c'est ça. Le produit scalaire ici est donné par ça. Et du coup, la nullité de ce truc-là donne aussi la nullité de la parenthèse. Et c'est du coup l'orthogonalité usuelle. Mais on peut imaginer des situations un petit peu plus bizarres que ça, dans laquelle les vecteurs sont orthogonaux, effectivement. Donc ça, je l'efface, c'est ce que vous connaissez. Et vous allez chercher, vous allez faire appel à votre imagination, attention, pour me trouver un quadrivecteur avec ici quelque chose, là 0 et là 0. Produit scalaire de quelque chose, je vais mettre des points d'interrogation plutôt que des points comme ça. Tel que ça fasse 0. N'importe quoi, vous mettez tout ce que vous voulez, sauf des zéros. Je ne veux pas des zéros là et là, je veux des trucs qui ne soient pas nuls. Trouvez-moi des nombres, 1, 7, 42, pi sur 4, tout ce que vous voulez. Trouvez-moi 4 nombres qui, une fois qu'on fait le produit scalaire tel qu'il est écrit ici, donnent 0. Et on discutera ensuite de ce que vous avez trouvé. Très bien. Alors vous avez trouvé des choses tous un peu différentes. Donc je laisse de côté pour l'instant la solution la plus simple en fait, qui est de mettre des 1 partout, ça marcherait. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Donc une option, ça peut être celle-là. Voilà, je mets 1 et 2 et 2 et 1. Donc toi Céline, t'as mis quoi? T'as mis 2 et 2 et 4 et 1.
Voilà, donc ça marche aussi. Bon, voilà, il faut juste que ça fois ça, ça soit égal à ça fois ça. Hein. C'est vraiment juste ça. Donc ces deux quadrivecteurs ici, au sens qui est, du produit scalaire qui est ici, sont orthogonaux. Et ben, je vais aller dessiner ça sur un diagramme d'espace-temps, x, t, et je vais prendre les mêmes unités comme ça sur les deux axes, comme on l'a déjà fait. Et bien A, ici, il a pour coordonnées 1 et 2, il est comme ça. Alors que B, il est comme ça. Ces deux vecteurs sont orthogonaux du point de vue du produit scalaire qui est ici. Donc ça ne ressemble pas à l'orthogonalité d'habitude, ils ne sont pas à angle droit. Alors ici, il faut bien voir que la notion d'angle dans le plan XT, elle n'est pas forcément évidente à définir. Donc, mais juste garder en tête que donc, des vecteurs qui sont orthogonaux au sens des quadrivecteurs ne sont pas forcément géométriquement perpendiculaires. Et alors si on représente le cas le plus simple que j'ai évoqué tout à l'heure, que certains ont dit ça, 1, 1, 0, 0, scalaire 1, 1, 0, 0, ça fait aussi 0. Et là, c'est encore plus bizarre, parce que ça, c'est un vecteur, le produit scalaire d'un quadrivecteur avec lui-même, qui fait 0. Donc en fait, il est auto-orthogonal, ce truc-là. Le vecteur 1, 1, 0, 0, il est orthogonal à lui-même. Physiquement, ça veut dire quoi? Bien. D'accord. Physiquement, ça veut dire quoi que deux vecteurs sont orthogonaux d'habitude? Normalement, ça veut dire qu'ils sont en angle droit. Donc ça, c'est pas physiquement, c'est géométriquement, tu veux dire. Non, mais il y a une nuance. Hein. Donc géométriquement, effectivement, il y a une relation entre l'angle et l'orthogonalité dans le cas de l'espace usuel. Et ça, c'est parce que d'habitude, le produit scalaire, on l'écrit aussi comme le produit de l'angle fois le cosinus de l'angle entre les deux. Ici, là, comme on est dans un espace qui n'est pas euclidien, à cause du fait qu'il n'y ait pas le même signe là que là, il n'y a pas cette interprétation-là dans l'espace-temps. Ça ne veut pas dire que la notion d'orthogonalité n'est pas intéressante. Et en fait, quand vous regardez bien, souvent, quand vous utilisez le fait que des vecteurs sont orthogonaux, ce n'est pas le fait qu'ils forment un angle droit qui vous intéresse. Par exemple, effectivement, quand on a les travaux des forces, on a l'orthogonalité qui intervient, et si ça fait 0, ben voilà, il n'y a pas de travail qui est changé. Mais l'aspect géométrique, dans ce cas-là, effectivement, n'aurait pas d'importance. On y reviendra, hein, on verra des exemples de ça. Je veux juste dessiner un coup, là, ce vecteur qui est orthogonal à lui-même. Ce monstre des quadrivecteurs, ça c'est le rouge qui est ici. Là. Donc le vecteur, il n'y a pas de flèche, on sait comme ça. Le quadrivecteur C qui est ici, donc lui il est orthogonal à lui-même. Bon, ça c'est bizarre. Hein. Alors, on passe au petit 5 qui va s'appeler principe de relativité. Donc je vais effectivement ici énoncer ce principe et on va ensuite l'utiliser, le décliner et l'illustrer. Donc là je vous présente depuis quelques cours certains faits expérimentaux. La vitesse de la lumière semble être la même dans tous les référentiels galiléens. Je vous ai présenté quelques éléments de formalisme qui permettent de prendre ça en compte. Le postulat d'Einstein, qui dit que oui, effectivement, la physique va être comme ça, la vitesse de la lumière va être la même dans tous les référentiels. Et en fait, on peut dire ça de manière même beaucoup plus forte que ça. Il ne s'agit pas juste de la lumière. La relativité ne parle pas juste de la lumière, elle parle de plus que ça. Elle parle de tous les phénomènes physiques, en fait. Et le principe de relativité, il dit qu'on ne peut pas mettre en évidence le mouvement absolu d'un référentiel. Le principe de relativité, c'est de dire le mouvement, la vitesse absolue, ça ne veut rien dire. Le mouvement, en soi, ça ne veut rien dire. Surtout le mouvement à vitesse constante. On peut avoir un référentiel qu'on considère comme étant au repos. Par exemple, nous, dans cette pièce, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un référentiel. On est quand même pas mal au repos, là. Hein. Je peux faire une expérience dans un référentiel qui est en mouvement par rapport à ce référentiel-là. Un petit train, je le fais bouger à vitesse constante, et ça, je vais l'appeler le référentiel en mouvement. Pour quelqu'un qui est dans le train, c'est nous qui sommes en train de bouger. Et je ne vais pas pouvoir faire d'expérience qui va pouvoir me prouver à moi que mon référentiel est au repos, alors que l'autre est en mouvement. En fait, si on réfléchit bien, notre référentiel à nous,
Il n'est absolument pas naturellement au repos. On n'a pas envie de l'appeler au repos. À part que nous, on est assis dessus. Hein. Mais la Terre, elle est en train de bouger autour du Soleil à grande vitesse. Le Soleil est en train de bouger autour du centre de la galaxie à grande vitesse aussi. Donc tout ça, on est en train de faire un mouvement comme ça, en fait, en cours du temps. Un mouvement rapide, hein. C'est plus rapide qu'un train, qu'un TGV ou voilà, qu'une voiture. C'est rapide par rapport à un autre référentiel, par exemple un référentiel dans lequel la galaxie serait globalement au repos. Donc le principe de relativité, c'est ça, c'est dire, vous pouvez essayer tant que vous voulez, vous ne pourrez pas dire que votre référentiel à vous, il est plus au repos qu'un autre. D'accord? Je ne vais même pas en écrire plus en fait, voilà, c'est ça. On va décliner ça et je vais vous en donner des illustrations. Ce qu'on va faire en particulier, c'est de voir comment ça se répercute sur le formalisme et sur les lois de la physique qu'on va être capable d'écrire. Et je vais m'appuyer sur ça, je vais déjà vous donner un petit peu une preview de ce qui va se faire juste dans la partie d'après. On va étudier après la conservation de la quantité de mouvement. Et je vais vous présenter, donc dans 5 minutes, une situation, un choc entre deux particules, dans laquelle on va montrer que la quantité de mouvement au sens usuel, je mets un vecteur ici, c'est la quantité de mouvement usuelle, avant le choc, est égale à la quantité de mouvement après le choc. Donc, on va calculer, estimer les quantités de mouvement totales du système avant et après, on va trouver ça. Ça ne devrait pas vous choquer, hein, la conservation de la quantité de mouvement, c'est un truc de base en physique que vous avez déjà rencontré. On va faire l'étude dans un autre référentiel, un référentiel en mouvement par rapport au premier, et on va montrer que après et avant le choc, dans ce référentiel, dans ce nouveau référentiel, du fait que les vitesses se transforment de manière bizarre en relativité, hein, on va montrer que ça, du coup, c'est pas vrai. Cette égalité-là, ici, entre les quantités de mouvement avant et après, n'est pas préservée quand on change de référentiel. On va le montrer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable si on accepte le principe de relativité. Parce que ça veut dire que on va, pour quelqu'un qui veut savoir si son référentiel est au repos, si ça c'était vrai, il pourrait se dire, je vais faire un choc entre deux particules, je vais mesurer les quantités de mouvement avant et après, ça se mesure bien la quantité de mouvement, et si ça c'est vérifié, je suis au repos, et si ça ne l'est pas, je suis en mouvement. Donc il va disposer, si effectivement cette situation-là se confirme, le gars va disposer d'une manière de dire qu'il est dans un référentiel au repos. Il va y avoir un référentiel privilégié par rapport aux autres, celui dans lequel la quantité de mouvement est conservée. Ça, c'est pas acceptable. Si on regarde de près pourquoi est-ce que effectivement cette égalité est violée, c'est lié à ce qu'on a fait au tout début de ce chapitre-là. C'est que quand on fait un changement de référentiel, on est dans un référentiel, on passe dans un autre, les vecteurs se transforment, donc lui il se transforme en lui il se transforme en lui par changement de référentiel, mais il ne se transforme pas de la même façon. On l'avait fait avec les vitesses, hein, on avait vu que effectivement le vecteur vitesse ne se transforme pas de façon simple par transformation de Lorentz. Et donc ça c'est vraiment lié à ça. Et nous, si on veut écrire des lois de la physique qui respectent le principe de relativité, on dispose maintenant, là, avec tout ce qu'on a fait avant, d'une manière extrêmement puissante et simple d'écrire les lois de la physique. Ça, on va oublier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des égalités entre des quadrivecteurs. Et vous allez voir tout de suite pourquoi est-ce que ça simplifie les choses. Imaginez qu'on ait une égalité entre les quadrivecteurs quantité de mouvement, que je n'ai pas encore défini, on le fera tout à l'heure, mais voilà. Qu'on ait comme ça une loi de conservation qui nous dit que la quantité de mouvement, en termes de quadrivecteurs, est conservée au cours d'un choc. Si je fais une transformation de Lorentz, maintenant je passe d'un référentiel à un autre. Ça, c'est transformé en multipliant le quadrivecteur qui est ici par la matrice de Lorentz. Ça, c'est transformé en multipliant ce quadrivecteur-là par la même matrice de Lorentz. Si ces deux trucs-là sont égaux et que je les multiplie par la même chose devant, ça va donner deux vecteurs qui sont encore égaux. Et donc, du coup, ça nous dit que dans le deuxième référentiel, on aura encore que la quadriquantité de mouvement est conservée entre avant et après le choc. Voilà. Si j'utilise les quadrivecteurs, c'est obligé que ça soit conservé. C'est obligé que une relation de ce type-là soit préservée quand on passe d'un référentiel à un autre. Donc ça, c'était toute l'importance de choisir, de trouver des quantités qui se transforment d'une manière bien définie par les transformations de Lorentz. Ça veut dire que les lois de la physique, à partir de maintenant, si on les écrit avec des quadrivecteurs,
on est sûr qu'elles vont être solides. C'est-à-dire que si elles sont valables pour quelqu'un dans un référentiel, elles vont être valables pour quelqu'un d'autre dans un autre référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport au point. Donc ça va être ça l'objectif. Vous voyez, il y a un lien vraiment fort entre le principe de relativité et le fait d'utiliser des quadrivecteurs. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que pour le vecteur vitesse, la dernière fois, j'avais passé un petit peu de temps à vous introduire un autre vecteur vitesse que celui que vous connaissez et qui, lui, se transforme de manière on dit covariante. On se transforme de manière covariante, c'est-à-dire d'après les transformations de Lorentz. Alors là, je vous ai parlé de la quantité de mouvement parce que c'est ce que je vais faire après, donc je vais maintenant me m'y atteler. Mais ça, c'est vraiment très générique, c'est ça qu'on va faire tout le temps en relativité. Restreinte pour nous, pour ceux qui font de la relativité générale après, c'est vraiment ça l'esprit aussi. Hein. Une fois qu'on a compris ça et qu'on l'applique à des transformations plus générales que passer d'un référentiel galiléen à un autre, ben, on se met à faire de la relativité générale. On écrit aussi des relations comme ça entre des grandeurs qui se transforment de la même façon. Bon. Eh bien, faisons-le. On va le faire maintenant pour la quantité de mouvement, effectivement. Je vais vous faire la petite démonstration des propriétés que j'ai indiquées ici. 6, on refait. Quadri. Quantité de mouvement. Je vais commencer par vous montrer que la quantité de mouvement habituelle, au sens habituel, pose effectivement un problème dès qu'on se met à faire de la relativité. Et pour ça, on va considérer la réaction suivante. J'ai deux particules, deux trucs de masse M, deux chewing-gums identiques, bien mâchés, mais les mêmes, de même masse. Je les envoie l'un sur l'autre comme ça. Ces chewing-gums vont se rencontrer, splunch, ça va faire un gros chewing-gum. De masse grand M. Et je vais considérer ici que les vitesses ici sont identiques. Alors attention, je ne mets pas de vecteur sur les vitesses. Ce que je veux dire ici, c'est juste vous indiquer que les normes des vitesses sont égales. Et sur le dessin, on voit bien que par contre les directions sont opposées. Okay. On va étudier... Ah, ça fait un bonhomme. Ok, on s'en fout. Du coup, je ne vois plus que le bonhomme là. Bon. Ok. On va étudier cette réaction-là dans le référentiel lié à la particule qui est ici. Donc ça, je vais appeler ça ce référentiel R. Ça, je vais l'appeler R'. Quelle est la vitesse de la particule, de la première particule dans le référentiel ici, lié à justement cette particule? 0. Dans le référentiel de cette particule-là, bah, elle est au repos, c'est la définition du référentiel de cette particule. Donc on a ici V égale 0. Quelle est la vitesse de cette particule-là? Moins 2V. Alors attention, on est quand même en train de faire de la relativité. Hein. Donc j'essaye de... La question que je me pose ici, c'est quand on fait une transformation de Lorentz, qu'on passe de ce référentiel-là à celui-là, comment est-ce que la quantité de mouvement va être conservée? Et vous vous rappelez que la vitesse, la transformation de la vitesse, c'est pas juste une addition bête et méchante. Hein. Il y a un dénominateur. Hein. Je peux écrire ici la forme générale qu'on a vue ensemble. On a dû écrire quelque chose comme ça, V moins grand V sur 1 moins V petit v sur C carré. Ça, c'est la vitesse dans l'ancien référentiel, la vitesse dans le nouveau, et ça, c'est la vitesse relative des référentiels. On avait écrit quelque chose comme ça. Donc, si on applique ça au cas qui nous intéresse ici, que vaut la vitesse qui est ici? Je mets V. Dans la formule qui est ici, qu'est-ce que j'ai envie de mettre pour le petit v qui est ici? V. Alors oui, alors je vais juste faire attention, au signe. Du coup, je vais le mettre ici aussi, le signe, parce que sinon ça va vous perturber. Donc ce que je vais indiquer ici, ça va être la projection de la vitesse sur l'axe horizontal, d'accord, en orientant ça positivement vers la droite. C'est-à-dire qu'ici, ça va être moins v. D'accord? Ça reste V. Donc, qu'est-ce que je mets ici à la place de la vitesse qui est là? C'est moins V du coup, effectivement, c'est la vitesse de la particule dans l'ancien référentiel, moins V. Qu'est-ce que je mets ici?
C'est V, c'est la vitesse relative des référentiels. Et qu'est-ce que ici, ça j'ai dit qu'il y en avait un, c'était petit v, l'autre moins v. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et on se retrouve donc du coup ici avec moins 2v sur 1 plus v carré sur cv. Voilà. Donc voilà la nouvelle vitesse dans le nouveau référentiel. Et quelle est la vitesse du gros chewing-gum dans le référentiel R'? Non, je vous laisse réfléchir 30 secondes ça. 0. Il bougeait déjà par là. Hein. Donc là, on est dans le référentiel R', on est en train de regarder le gros chewing-gum depuis un référentiel en mouvement. Donc il y a des chances qu'il ait une vitesse, effectivement. Oui, il s'arrête, R'. Ah, d'accord. Merci de l'avoir dit comme ça. Attention, le référentiel R', c'est, quand on dit c'est le référentiel attaché à la particule qui est ici, c'est une manière un peu trop floue de le dire. Il n'est pas attaché à la particule dans le sens où si la particule s'arrête, lui, le référentiel, il continue. Il faudrait dire comme ça, R', c'est un référentiel qui est déduit de R par translation rectiligne uniforme à la vitesse petit v vers la droite. Donc il se trouve qu'effectivement, au début, la première particule est au repos dans ce référentiel. Mais une fois qu'elle s'arrête, lui, le référentiel continue. Et on fait ici des transformations entre des référentiels qui se déduisent l'un de l'autre par translation rectiligne uniforme. Ils ne s'arrêtent pas, les référentiels. D'accord ? Donc effectivement, faites attention. Hein. Quand on va dire le référentiel attaché à la particule, souvent ça va vouloir dire ça. Donc, même une fois que la particule ici, le gros chewing-gum est arrêté, lui, le référentiel, il continue à se déplacer par là-bas. Donc du coup, c'est quoi la vitesse du gros chewing-gum ici dans le référentiel R'? Moins v sur 1 sur v carré sur ça. J'entends moins v sur 1 plus quoi? V carré sur ça. Et pourquoi? Comment tu as trouvé ça? Si juste c'est le deuxième V qui est égal à 0 pour moi. Enfin, le V du référentiel. Si tu mets celui-là égal à 0, il y avait un grand V là aussi. Ah oui, juste moins V. Du coup, c'est moins V. C'est ça fait vraiment moins V. Hein. Oui, et puis de toute façon, c'est presque évident. On a un truc au repos qui est ici qu'on regarde depuis un référentiel qui va à la vitesse V. Effectivement, cet objet semble aller à la vitesse moins V. Hein. Donc c'est bien moins V. Oui. C'est quoi déjà le grand V? Je le réécris, effectivement. Ce qu'on avait écrit avec les notations génériques, c'était ça. Grand V, c'était la vitesse du deuxième référentiel par rapport au premier. C'était V de R' par rapport à R. Ça, c'est la vitesse dans R. Ça, c'est la vitesse de R' par rapport à R. Et ça, c'est la vitesse dans R'. Donc là, vous êtes bien d'accord que dans la situation, quand on s'intéresse à cette particule-là, c'est bien petit v ici qui vaut 0. Ah oui, toi tu avais dit grand V, c'est ça? Tu avais dit grand V égale 0. Ah oui, oui. Non, ici c'est petit v en fait qui vaut 0. La particule ici est immobile dans le premier référentiel. Sa vitesse dans R est nulle. Donc on a ici, ça vaut 0. Et ça vaut 0. On se retrouve ici avec la vitesse grand V d'un référentiel par rapport à l'autre. Et du coup, ici, c'est effectivement, on se retrouve avec ça. Donc là, voilà les vitesses qu'on trouve quand on fait ce qu'on a déjà vu. Quand on applique ce qu'on a déjà vu sur la façon dont se transforment les vitesses en relativité restreinte. Donc là, pour l'instant, c'est correct. Ce que j'ai écrit là, je ne vais pas y revenir tout à l'heure en disant « Ah non, attention, il y a un truc faux là-dedans. Hein ». Donc voilà l'analyse qu'on fait quand on étudie les vitesses. Quelle est la quantité de mouvement au sens que vous allez me rappeler? C'est quoi la définition de la quantité de mouvement? MV. Donc vous avez appris effectivement en physique P égale MV, une relation qui est vectorielle de ce type-là. Quelle est la quantité de mouvement, la projection de la quantité de mouvement sur l'axe horizontal, la quantité de mouvement totale dans la situation qui est ici? J'entends 0. Quelqu'un veut le dire plus fort ou... Oui, ça vaut 0, effectivement.
Le M ici est le même dans les deux cas. Les vitesses V sont opposées vectoriellement. Donc le P de lui plus le P de lui, bah, ça va faire effectivement 0. Donc ici, la quantité de mouvement totale avant, que je vais écrire comme ça, est égale à 0. Et la quantité de mouvement totale après, 0, le truc ne bouge pas. Donc effectivement, là, de manière presque triviale, la quantité de mouvement est effectivement conservée dans ce genre de choses. Maintenant, si on fait la même chose, avec la même définition qui est ici, on trouve que la quantité de mouvement avant, je vais mettre avec un prime. Ce que je vais écrire sans la flèche, c'est vraiment la projection sur l'axe horizontal. Vas-y. Monsieur, vous appelez pourquoi avant et après? Parce qu'il y a eu un choc en fait. Ça c'est avant le choc. Ok. Ça c'est après, une fois qu'ils se sont collés. Ok. Merci. Alors ici, avant, la quantité de mouvement de ce machin-là est nulle, parce que sa vitesse est nulle dans le référentiel R', donc il reste simplement moins 2m V sur 1 plus V2 sur C2. Voilà. Et si je calcule P' après, bah, je prends la vitesse qui est ici avec la masse qui est ici, ça fait moins grand M fois V. La masse qui est ici, je ne l'ai pas écrite, mais vous avez envie de mettre quoi pour la masse? 2m. Bon, bah, vous voyez qu'effectivement, si je mets 2m ici, on obtient d'une part la quantité de mouvement après le choc qui vaut celle-là, avant le choc qui vaut celle-là, et vous voyez que les deux diffèrent d'un facteur 1 sur 1 plus V2 sur cette masse. Donc, la quantité de mouvement, telle que définie par P est égal à mv, n'est pas une quantité qui est conservée dans tous les référentiels. Vas-y. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas la masse qui est changée quand on change de référentiel? Alors effectivement, donc on pourrait se dire ici, la masse M', la masse est une quantité qui dépend du référentiel. Et donc on aurait pu ici écrire M', on n'aurait rien mis ici, et on se serait retrouvé avec une expression qui donne le M' en fonction du M. Et on aurait préservé la conservation de la quantité de mouvement, mais au prix d'une redéfinition de ce que c'est que la masse. Donc c'est vraiment une très bonne remarque. Si on fait ce que tu dis, on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, et à un moment, on va voir que continuer à utiliser comme quantité de mouvement la masse fois la vitesse, ça conduira de toute façon à des paradoxes aussi. Donc ce que tu dis là, c'est une bonne manière de résoudre ce premier problème, je suis bien d'accord, on pourrait imaginer ça. On va voir hein, qu'en plus de toute façon, effectivement, la notion de masse, hein, c'est quelque chose de subtil hein, en relativité, ça va être l'objet de ce qui va suivre après. Hein. Donc c'est pas délirant a priori de se dire effectivement M' ici n'est pas égal à grand M. J'ai essayé de suivre le plus de choses classiques, on va dire non relativistes possible, voir ce qu'on peut garder. On ne peut certainement pas tout garder en tout cas, la préservation de la masse et la définition usuelle de la quantité de mouvement. La solution qu'on va trouver à ce problème, c'est celle que j'ai un petit peu décrite ici dans la partie précédente. On va définir la quantité de mouvement comme quelque chose qui s'exprime par un quadrivecteur, non pas par un vecteur. On va essayer de faire ça de la manière la plus naturelle possible avec ce dont on dispose. Donc faisons-le. Ça, si on en a besoin, vous avez les expressions sous les yeux. On définit le quadrivecteur quantité de mouvement par, alors je vais noter avec P comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vois. Donc je vous rappelle que c'était défini comme ça en physique classique. Est-ce que vous pouvez me proposer une généralisation, par exemple, de ce qu'est la balle, mais sous une forme relativiste? Vers un M. Puis là, on met la vitesse relativiste. Le U. Ok. Alors effectivement, ça a plusieurs points positifs et intéressants qui jouent en la faveur de cette expression. Le premier point, c'est que quand les vitesses sont faibles, ça va ressembler extraordinairement à ça, hein, ça va tendre vers ça. J'ai vu le premier truc que j'ai écrit aujourd'hui, c'était quand la vitesse devient faible, les composantes de U ici, du quadrivecteur vitesse, ça devient les composantes de V vecteur.
Donc à la limite non relativiste, le terme qui est ici va tendre vers le MV qui est ici. Et donc effectivement, on aura ici un objet dont les trois composantes spatiales tendent vers la quantité de mouvement usuelle. Donc ça veut dire que pour les faibles vitesses, on va retrouver ce qu'on connaît déjà. Ça c'est pas mal, c'est déjà un bon. L'autre point, c'est que ça c'est effectivement un quadrivecteur. Et à ce stade, je n'ai pas du tout besoin de le démontrer. C'est un quadrivecteur parce que U en est un. Quand on fait une transformation de Lorentz, on change de référentiel, on sait comment ça se transforme. Ben, c'est pas en multipliant ça par un, je vais dire de manière positive, en multipliant ce quadrivecteur par une constante, ici la masse, et ben on obtient encore quelque chose qui est un quadrivecteur. Ça se transforme en multipliant par la matrice de Lorentz, ben, du coup ça se transforme en multipliant aussi par la matrice de Lorentz. Donc ça, c'est un quadrivecteur par définition. Alors je vais écrire ces composantes de manière un petit peu plus explicite. Ici, la composante temporelle de la vitesse c'était gamma fois c. Donc ici, on trouve gamma mc, gamma m vx, gamma m vy, gamma m vz. Donc ce que ça change du point de vue de la composante spatiale par rapport à la quantité de mouvement que vous connaissez habituelle, c'est simplement le facteur gamma qui est devant. Donc, ce quadrivecteur quantité de mouvement a pour partie spatiale gamma fois la quantité de mouvement habituelle que vous connaissez. Donc c'est le même changement qu'entre U qui est ici et le V qui est là. Et alors vous pourrez vérifier, je ne vais pas le faire ici parce qu'on l'a quasiment déjà fait et puis je veux avancer. Mais vous pourrez vérifier que le P total avant est bien égal au P total après dans la situation qu'on a étudiée tout à l'heure, celle qui était au tableau, là, dans le choc des deux chewing-gums. Et vous pourrez aussi vérifier que P' avant est égal à P' après. En reprenant les expressions des vitesses, des gamma et tout ça. Donc je vous invite vraiment à le faire. Il n'y a il est absolument impossible que si vous trouviez que ça c'est vrai, vous trouviez que ça ne l'est pas. Puisqu'encore une fois, ça c'est simplement obtenu par ça, en multipliant ici par la matrice de Lorentz, et là aussi. Donc si cette égalité-là ici est vraie dans un référentiel, elle est forcément dans tout ça. C'est parce que c'est des quadrivecteurs, ça a été construit pour ça en fait, les quadrivecteurs. Alors, je veux aussi insister sur le fait que je n'ai pas du tout ici démontré que la quantité de mouvement, que la quadri-quantité de mouvement était conservée au cours d'un choc. Je vous l'ai montré sur un exemple. Ce que je vous ai démontré, par contre, du fait du caractère des quadrivecteurs, ce que je vous ai démontré, c'est que si la quantité de mouvement est conservée dans un référentiel, alors elle l'est dans tous. Si ça c'est vrai dans un référentiel, alors ça l'est dans tous. D'accord ? Après, que ça soit vrai au départ, bon, bah, ça c'est quelque chose qu'il va falloir discuter. Est-ce que la quantité de mouvement est une grandeur qui est conservée ou pas dans l'univers? Ça, on aura l'occasion d'y revenir. La réponse sera oui, c'en est une. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Monsieur, il n'était pas conservé dans l'exemple ce qui n'était pas conservé, c'était l'ancienne version, c'était ça. P' avant, avec une flèche ici, et on avait une différence entre ça et P' après, avec des flèches. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que maintenant, si vous faites le calcul avec ça, avec les bons facteurs gamma devant, c'est ça que je suis en train de dire, là, ça va marcher. Je voulais aussi juste vous indiquer l'expression de la norme de ce vecteur-là. C'est une remarque qui nous servira aussi. Bah, calculez-le, tiens, parce que c'est moi qui bosse tout là. Calculez P scalaire P. Donc ça, c'est la norme au carré de ce quadrivecteur. Il y a un pompon en plus chez les mecs. Ok. Alors, je suis en général assez farouchement contre apprendre des trucs par cœur, mais à bout d'un moment, quand même, il y a 2-3 trucs qu'il faut connaître parce qu'on va vraiment pas s'en sortir, quoi. Donc retenez vraiment les deux définitions suivantes. Bêta, c'est V sur C. Gamma, allez, gamma 2 si vous voulez, c'est 1 sur 1 moins V2 sur C2.
Ça va intervenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voire tout le temps. Bon. Alors je laisse de côté l'option malin, parce qu'il y en a qui sont malins parmi vous. Je déteste ça, arrêtez. Ça fait gamma m. Si je prends vraiment bêtement la définition du produit scalaire, ça va être ça au carré, moins ça au carré, moins ça au carré, moins ça au carré. Je vais mettre gamma m en facteur, et je me retrouve ici avec ça, moins vx au carré plus vy carré plus vz carré. Vous avez vu tous à peu près en arriver au moins là. Ça là, c'est ce qu'on a appelé, déjà à plein de moments, v carré, c'est la norme au carré du vecteur vitesse. Et si on met c en facteur, si je mets même c carré dans facteur, il y a un m2 là. Les gamma aussi. C'est au carré Pourquoi? Ok, gamma 2, m2, là aussi, je mets c2 en facteur, il reste 1 moins v2 sur c2. Dites-moi un truc intelligent. Et juste, Mani. Alors, ça peut être bêta carré, effectivement. C'est intelligent et juste, mais c'est pas ça qui va nous aider ici. Ça simplifie, ouais. Effectivement, ça là, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est l'inverse de gamma 2, c'est l'inverse de ça. Donc ça fois ça, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait MC2. Voilà. Et c'est M2, C2. Et du coup, la norme de quadrille vecteur P, c'est M fois C. Et donc, on pouvait le voir de manière maligne, effectivement, si on se rappelait le dernier truc qu'on a fait au cours dernier. Au cours dernier, on a vu que la norme de U, au sens des quadrilles vecteurs, c'était C. Voilà, donc la norme de P, qui est M fois U, c'est M fois C. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ce calcul-là, on l'a déjà fait la dernière fois, sauf qu'il n'y avait pas le M ici. Hein. On l'a fait pour U, en fait. Voilà, donc la norme de ce quadrille vecteur P, ça va valoir M fois C. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant que j'efface? Non, ça va? Et je me souviens, ouais, c'était 6 là, hein, c'est ça? Oui. Si vous m'interrompez au moment où j'ai effacé le petit numéro, je vais faire mon sortir. Cette énergie relative. On vient d'écrire définir une quantité de mouvement sous cette forme-là, et on s'est ici intéressé principalement, exclusivement en fait, à ce bloc-là. C'est-à-dire, je dis, bah, ça, voilà, ça ressemble, c'est la généralisation de la quantité de mouvement habituelle, P avec une flèche dessus, ça tend vers la quantité de mouvement habituelle quand la vitesse est petite, etc. Et je vous ai laissé sous-entendre assez fortement que cette quantité-là, effectivement, ça va être un truc qui va être conservé au cours du temps, au cours du choc, au cours des chocs, etc. Et si c'est le cas, on verra que ça l'est, et une conséquence importante, c'est qu'il y a aussi cette quantité-là qui va être conservée. Si le quadrivecteur ici est une quantité conservée, cette 3 composante-là le sont, mais celle-là aussi. Et cette composante-là, on va lui donner un nom. Une notation. Dès que je crée. Ça, donc ça c'est la composante temporelle de la quantité de mouvement qu'on peut noter comme ça. On va le noter dans la suite, E sur C. Et c'est ça qu'on va appeler l'énergie de la particule en relativité, ou du système. L'énergie du système, ça va être la composante temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement, et divisé par C pour que ça ait la même dimension que ça a effectivement la même dimension que ça, ça, etc. Donc ça, c'est vraiment une définition. Hein. Vous avez eu l'occasion en mécanique de rencontrer l'énergie à plusieurs endroits. Tiens, est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment est-ce que vous avez introduit l'énergie en méca, par exemple? Alors, plus énergie potentielle, tu veux dire probablement, du coup.
Ok. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça, de considérer ça? Parce que ça se conserve au cours de toutes les transformations qu'on a vues. Oui, alors enfin, toutes. Ne faites pas toutes, mais c'est pour les forces conservatives, effectivement. L'énergie interne, du coup, ça se conserve quand même. Ok, donc tu parles de conservation. Effectivement, l'énergie, vous l'avez toujours introduit sur des considérations de conservation. Au début, vous ne connaissiez pas l'énergie. On vous a dit, tiens, il y a un truc marrant, c'est que telle quantité, quand on fait une transformation sur système, finalement, c'est la même au début qu'à la fin. Et en particulier, s'il n'y a pas de frottement, on s'aperçoit qu'en définissant une énergie cinétique comme 1/2 de mv carré et une énergie potentielle qui dépend de la force considérée, la somme de cette énergie potentielle et cette énergie cinétique est constante au cours du mouvement, même si chacune des deux contributions peut varier au cours du temps. Vous faites tomber un truc en chute libre. Au début, il a une énergie cinétique nulle, une énergie potentielle importante. Il descend, son énergie potentielle diminue, son énergie cinétique augmente, et la somme des deux reste constante. Donc c'est un truc assez remarquable pour qu'on donne un nom à ces quantités, et c'est effectivement l'énergie. Quand on met des frottements, on s'aperçoit que ça ne marche plus, cette énergie-là n'est plus conservée, mais si effectivement on se met à faire de la thermodynamique et à voir le fait que l'énergie, qu'il y a quelque chose qui peut être stocké à l'intérieur des systèmes, on introduit la notion d'énergie interne, en introduisant ça, ça ressauve la notion de conservation d'énergie. Donc en fait, il faut bien voir que l'énergie, ce n'est pas quelque chose dont vous démontrez en physique que c'est conservé, c'est dans l'autre sens. Vous écrivez des lois de conservation, et ce truc conservé, vous lui donnez un nom, c'est l'énergie. C'est vraiment comme ça, dans ce sens-là, que vous l'avez fait tout le temps, même si parfois on vous l'a peut-être présenté autrement. Mais là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aussi. Là, la notion d'énergie cinétique, il va probablement falloir la revoir, puisque la vitesse, vous voyez que maintenant, ce qui va intervenir, c'est plus la quadrivitesse que la vitesse. Donc, se rappeler que E égale 1,5 de mv2, c'est mort, c'est pas la peine, ne le retenez plus. C'est probablement pas ça qu'il faudra considérer si on a à s'intéresser à l'énergie. Et ce qu'on fait en relativité, c'est plutôt que de se dire, tiens, on va réfléchir à ce que c'est que l'énergie cinétique, ce que c'est que l'énergie potentielle, et puis ce que c'est que l'énergie interne, mettre tout ça ensemble. On part directement dans la conservation. Voilà. Si ça, c'est une grandeur conservée, ce qui est là-haut, vous allez voir qu'on a des très bonnes raisons de lier ça à l'énergie, plutôt qu'à d'autres quantités conservées comme le moment cinétique. Voilà. Donc ça va être l'énergie, on le définit de cette manière. Vous allez voir qu'on va retrouver que ça ressemble beaucoup à l'énergie cinétique habituelle que vous connaissez dans la limite des faibles vitesses, et que ça a des propriétés vraiment proches de celles que vous connaissez déjà quand on passe à la limite classique. Donc ça, c'est une définition, et d'après ce qui est écrit ici, ça vaut aussi gamma fois mc, donc cette composante temporelle de la quadriquantité de mouvement, de la manière dont on a défini cette quantité-là, c'est égal à ça. Et donc ça vous dit ici que cette énergie, c'est donné par gamma mc carré. Ça commence à ressembler à quelque chose que vous connaissez. Alors, première remarque, niveau des dimensions, effectivement ça a bien la dimension physique d'une énergie. Gamma n'a pas de dimension, m c'est une masse, c'est une vitesse. Masse fois vitesse au carré, ça a la même dimension que 1/2 de mv carré, ça a la même dimension que l'énergie cinétique, c'est bien l'énergie. Du point de vue dimensionnel, c'est OK. Dans la limite des faibles vitesses, maintenant, c'est-à-dire quand V est très petit devant C. On va voir que cette expression prend une forme intéressante, puisque l'énergie, qui vaut mc2 facteur de gamma, c'est 1 moins V2 sur C2 à la puissance moins 1/2. J'ai réécrit la définition de gamma que je vous ai demandé d'apprendre par cœur. Voilà, c'est donné par ça. Et dans la limite où les vitesses sont faibles, je peux faire un développement limité de ce truc-là. Attention, engagez, ouvrez votre connexion vers la partie de votre cerveau qui connaît les développements limités. S'il y en a une. Bon, sérieux, ça c'est une grandeur qui est petite. Toute la parenthèse qui est ici à la puissance moins 1,5, ça va s'écrire comme 1 plus ou moins quelque chose. La question c'est quoi? 1 plus 1,5 V carré, c'est 1 plus 1,5 de V2 sur C2, effectivement. Je mets 3 petits points ici. Donc le moins 1,5 qui est ici vient là. Ça c'est 1 plus x à la puissance n. Ça fait 1 plus nx. Donc il y a le moins qui est ici, et puis il y a le moins qui est dans la puissance. Donc ça fait bien 1 plus ici. C'est celui-là que tu te poses comme question aussi? C'est bien sûr. Celui-là, je m'en fous, c'est plus quelque chose de positif ou négatif, mais ça m'intéresse absolument pas. Et donc, ça fait MC2, facteur de 1
bah, je vais même le développer en direct. Je multiplie par MC2, ça fait MC carré plus. Et c'est là où c'est vraiment un truc de fou. Parce que regardez bien, MC2 multiplié par ça, vous voyez que les C carrés se simplifient. Et il reste 1/2 de MV2. Plus 3 petits points. Donc on retrouve ici une expression qui nous parle. Hein. Ça, c'est l'expression habituelle de l'énergie cinétique, telle que vous l'avez apprise en mécanique. Et puis là, on a un terme constant. Voilà, MC carré, qui, à ce stade de la discussion, n'a aucun intérêt et aucune importance. Si on raisonne en termes classiques, vous rappelez que l'énergie, on peut toujours la définir à une constante additive près. Tout ce qu'on détecte par des expériences, ce sont des changements d'énergie, des variations d'énergie. On voit qu'on peut apporter de l'énergie à un système, on peut lui en prendre, mais définir la quantité d'énergie absolue qu'il y a dans le système, c'est quelque chose de délicat, et vous avez, vous, encore jamais vu de moyen de faire ça. Hein. Donc vous allez toujours parler d'échange d'énergie, en fait. Hein. Le fait que l'énergie se définit comme un truc conservé, c'est bien ça. Ça veut dire que vous ne voyez l'énergie que quand justement elle commence à passer d'une partie d'un système à l'autre. Et donc ce que vous voyez, c'est juste des variations. Donc là, que ce terme soit ici, à ce stade-là, c'est pas tellement quelque chose de remarquable. Voilà, on a un terme constant qui apparaît dans cette expression. Ce que dit l'équation qui est ici, donc c'est que dans la limite des faibles vitesses, l'énergie de la particule qui est ici est bien donnée par un terme d'énergie cinétique, à une constante additive près. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais redessiner la situation de tout à l'heure avec la réaction de deux particules, et on va examiner ce qu'il advient de la masse des particules, quelque chose que tu avais évoqué tout à l'heure, éventuellement le fait que la masse puisse changer. On était parti d'une situation où on avait M qui va dans ce sens-là, et ici la même masse M qui va dans ce sens-là. La masse totale du système donc avant choc, ici, c'est 2M. D'accord? Donc on a une masse M unique. Après le choc, on a une masse que je vais noter grand M. Comment est-ce qu'on peut relier ça à la masse comment est-ce qu'on peut relier la masse totale ici avant le choc et après le choc? Comment est-ce qu'on peut relier ça à ça? Très naïvement, on a envie de se dire bah, ça c'est égal à ça parce qu'on sait bien que la masse est conservée, c'est le principe de Lavoisier. Je mets une patate avec une autre patate, ça fait deux patates et en tout j'ai 2 fois plus de masse de patates. D'accord? Ben, en fait, si on regarde maintenant la manière dont la masse est définie là-dedans, on voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, c'est pas dans les faibles vitesses. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment ce qu'il y a ici. Si la quadri-quantité de mouvement est une quantité qui est conservée au cours du mouvement, c'est-à-dire si cette quantité-là est la même avant et après le choc. Ça veut dire en particulier que la composante temporelle de ce quadrivecteur ici va être la même avant et après le choc. Je vais écrire l'égalité de ces deux composantes. Je vais écrire cette quantité-là avant le choc et cette quantité-là après le choc. Bah allez-y, qu'est-ce que ça vaut ça qu'est-ce que ça vaut avant le choc? Non, j'ai dit allez-y, mais je vais le faire. La quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement de cette particule-là avant le choc, je le lis ici, là, c'est son gamma avec sa vitesse à L, fois M fois C. La quadri-quantité de mouvement, la composante temporelle de la quadri-quantité de mouvement de cette particule-là, c'est aussi gamma, parce qu'elle a la même vitesse, hein, elle va dans le sens opposé, mais son V carré qui intervient dans le gamma est le même, donc elle a le même gamma L que celle-là, elle a la même masse, et C vaut la même chose. Donc ici, avant le choc, ça vaut 2 fois gamma fois MC. Ça, c'est la composante temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement avant le choc. Après le choc, on voit que ici, le gamma de cette particule-là est égal à combien? Je me pose la question, que vaut le gamma de cette particule-là dans le référentiel R? 0, je sais pas. Alors, 1, effectivement, la vitesse est nulle, donc dans le gamma, il n'y a pas de vitesse, ça fait 1.
effectivement. Donc le gamma vaut 1, la masse vaut grand M. On se retrouve ici avec grand M fois C. Les C simplifient et on se retrouve avec grand M est égal à 2M fois gamma. Donc on voit qu'effectivement ça n'aurait pas été une bonne idée de dire que grand M égale à 2 fois petit m. La notion de masse ici totale après le choc n'est pas identique à la somme des masses initiales, à la somme des particules qui intervenaient au début. Donc la masse est modifiée au cours de la transformation. Vas-y, dans le gamma, il faut qu'on considère deux référentiels, là, en mouvement par rapport à l'autre. Alors du coup, là, on est sur quel référentiel? Merci effectivement de me poser la question. Donc si vous remarquez bien, il y a une notation que j'avais prise au dernier cours, que je n'ai pas voulu reprendre ici parce que vraiment ça alourdit. Mais quand j'avais introduit la quadrivitesse, j'avais mis des indices petit p ici partout. C'était le gamma de la particule. Ce n'était pas le gamma d'un référentiel par rapport à un autre. Et quand j'ai écrit que le quadrivecteur P c'est M fois le quadrivecteur U, j'ai repris ce que j'avais mis dans U. Donc ici, ça serait des gamma P avec la notation que j'avais utilisée. La vitesse de chaque particule par rapport à la vitesse de la lumière. Non, ce qui intervient dedans, c'est le rapport de la vitesse de la particule dans le référentiel considéré avec la vitesse de la lumière. Et donc c'est vraiment ça une propriété de la vitesse de la particule dans le référentiel qu'on est en train de considérer. Et ça a un sens dans un référentiel donné. Il n'y a pas besoin de faire un changement de référentiel. On n'est pas en train de faire de changement de référentiel. En tout cas, la conclusion ici, c'est que la masse, effectivement, c'est quelque chose qui va être affecté, qui peut être affecté, par exemple, par une réaction de ce type-là. La somme de deux masses, enfin, quand on met ensemble deux masses, on trouve à la fin quelque chose qui n'est pas la somme de deux masses. Je l'écris explicitement. La masse n'est pas conservée en relativité. Et du coup, dernière étape de ce raisonnement-là, j'ai écrit tout à l'heure que E c'était à peu près égal dans la limite des faibles vitesses à mc2 plus 1/2 de mv carré plus etc. Attention, c'est ici le dernier pas conceptuel de ce que je vais raconter. Maintenant, comme la masse peut effectivement varier au cours des transformations, ça, il faut vraiment le prendre en compte de manière précise. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une forme d'énergie, finalement. Vous avez ici de l'énergie qui est associée à la manière dont ça se déplace, à la vitesse à laquelle ça se déplace, mais vous avez aussi, dans l'énergie, une partie qui dépend de la quantité de masse qu'il y a. Si vous pouvez faire varier la masse d'un corps, du coup, vous allez, par exemple, si l'énergie totale est conservée, vous voulez faire une réaction qui conserve l'énergie totale, si la masse change, ça veut dire que ça va changer aussi. Si vous diminuez la masse, vous allez augmenter celui-là, et vice-versa. Mais vous avez, de la même manière que quand on fait tomber une craie, vous avez l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, avec une transformation en relativité, vous pourrez transformer de l'énergie de masse, on va l'appeler, en énergie cinétique ou vice-versa. Donc ce terme-là, il prend du coup une importance physique à part entière. Ça, on lui donne un nom, et c'est ce qu'on appelle l'énergie de masse. Pardon ? Si on perd de la masse du premier terme, on gagne de l'énergie cinétique ou de la masse dans le deuxième terme? Ah d'accord, en fait, je vais y revenir parce que ça c'était dans un cas où la vitesse était petite. Je vais reprendre tout ça dans le cas général avec le gamma et je reparlerai de ce que tu veux. Donc ça c'est une définition, voilà, l'énergie de masse, on la définit de cette manière-là. Et on écrit du coup, maintenant dans le cas général, c'est-à-dire pas seulement pour les faibles vitesses comme c'était fait là, dans le cas général, l'énergie on l'écrit de cette manière-là. On l'écrit comme mc carré plus gamma moins 1 mc2. Parce que je vous rappelle que l'énergie c'est gamma mc2, ça c'est ce que j'avais écrit à un moment ici. Et je sépare ce gamma mc2 en deux. Une partie d'énergie de masse, ici, et une partie qui reste, et ça je vais l'appeler du coup l'énergie cinétique. L'énergie cinétique relativiste est définie par gamma moins 1 fois mc2.
Pour une approche complètement différente de la notion d'énergie en relativité restreinte, je vous invite vivement à aller voir ce livre de Yvan Simon qui s'appelle Relativité restreinte. C'est un cours sur la relativité, et en particulier le chapitre 7 sur l'énergie et la quantité de mouvement, où la notion d'énergie cinétique relativiste, d'énergie de masse, sont introduites avec beaucoup de clarté, beaucoup de rigueur. Donc allez y voir. Est-ce que vous connaissez des applications pratiques du fait que quand on met un corps de masse m avec un autre corps de masse m ensemble, on trouve un truc à la fin qui a une masse plus petite? Oui, effectivement, j'entends nucléaire, radioactivité, effectivement, des réactions nucléaires, c'est ce qui peut se produire. Alors, je vais commencer par quelques exemples simples d'illustration de ça. Vous prenez par exemple un proton et un électron, vous les mettez ensemble, vous obtenez un atome d'hydrogène. La masse d'un atome d'hydrogène, n'est pas égale à la somme de la masse du proton et de la masse de l'électron. Il y a une différence. Cette différence, elle est simplement donnée par l'énergie de liaison, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison de l'électron au proton. Et je vais l'écrire comme ça, la masse de l'atome d'hydrogène moins la masse du proton moins la masse de l'électron, c'est quelque chose qui vaut, quand l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental, vous savez combien ça vaut ça? Alors j'entends 13,6, il me faut une unité. Alors, très bien. Alors, tel que c'est écrit ici, c'est une aberration, parce que ça c'est des masses, ça c'est une énergie. Donc quand on écrit des masses comme ça, il faut diviser ça par c carré, et l'unité c'est électronvolts par c carré. Comme ça on est sûr qu'en divisant l'énergie par la vitesse de la lumière au carré, on obtient bien une masse. Voilà. On exprime effectivement les masses de cette forme-là. Quand vous avez écrit ça, déjà ça, il y a de la relativité là-dedans. Le simple fait d'utiliser des électronvolts pour donner une énergie, c'est quelque chose qui effectivement... le simple fait d'utiliser des électronvolts pour déterminer des masses, c'est effectivement déjà s'appuyer sur l'équivalence entre la masse et l'énergie en relativité restreinte. Donc effectivement, on a une différence ici de l'ordre de 13,6 électronvolts par c carré entre la masse de l'atome d'hydrogène et la masse des composants individuels. Est-ce que vous connaissez la masse des composants individuels? Ça, par exemple, vous savez combien ça vaut? 9,1 10 puissance moins 31. Quelle unité? Kilogramme. Ouais, alors ça me plaît pas. Alors c'est lui, déjà, et ça me plaît pas, j'ai envie d'avoir tout en unités qui font intervenir des électronvolts. Alors ça, vous savez peut-être pas, enfin, moi je connais beaucoup mieux la masse de l'électron en électronvolts qu'en kilos en fait. Ça c'est 511 kilo électronvolts. Bon, voilà, je vous dirai pourquoi je m'en rappelle. Ça c'est 938 méga électronvolts. Donc c'est 2000 fois plus lourd. Et vous voyez que la différence ici, du coup, elle est vraiment petite devant la masse du proton en particulier. Donc vous avez ici le fait que l'électron soit lié au proton, ça change la masse du tout de 13,6 divisé par 938 10 puissance 6, ça fait quelque chose de l'ordre du milliardième. Hein. Voilà, vous avez un effet de l'ordre du milliardième. Le fait que l'électron soit lié au proton, ça diminue la masse de l'ordre de valeur relative de l'ordre du milliardième. Quelque chose qui est petit, hein, à cette échelle-là, c'est petit. Vous avez d'autres situations dans lesquelles l'effet il est monstrueux par contre. Monstrueux. Quand on met ensemble par exemple des atomes d'hydrogène pour former, quand on met ensemble des noyaux d'hydrogène pour former des noyaux plus lourds, quand on met 2 hydrogènes ensemble, on peut faire du deutérium. Quand on en met 4, et après une petite réorganisation interne, un changement de proton en neutron qui se fait tout seul, on obtient de l'hélium. Prenez 4, je résume. Prenez 4 noyaux d'hydrogène, vous les mettez ensemble pour former un noyau d'hélium. La masse obtenue, elle est plus faible d'environ 4%. Voilà, elle est diminuée de 4% sur la masse totale. Et quand on se demande combien ça fait d'énergie, ben, si vous prenez 1 kg d'hydrogène, ça commence à faire pas mal. Hein. Donc on va voir en ordre de grandeur ce que ça donne ça. Une masse de 1 kg, combien ça fait ça en énergie de masse? Alors je fais mc carré, 3 10 puissance 8 au carré. Du coup, donc ça fait de l'ordre de 10 puissance 17 joules. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
C'est beaucoup. Alors, on va essayer de, je vais essayer de vous donner des ordres de grandeur qui vous disent de combien c'est beaucoup. Pour ce qui est des consommations d'énergie, on utilise souvent la tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire l'énergie qu'on arrive à récupérer en faisant brûler une tonne de pétrole. Ça vaut à peu près 40 mégajoules. Gigajoules. 40 gigajoules. C'est ça. Donc là-dedans, il y a combien de têtes? On divise ça par 40 10 puissance 9. C'est la 4 10 puissance 10. Ça fait 10 puissance 7 sur 4. C'est de l'ordre 2 à 2,5 fois 10 puissance 7. 6. Ça fait beaucoup. Ça fait effectivement 2 millions de tonnes de pétrole avec 1 kg de matière. Donc l'équivalent énergétique d'un kilo de matière, c'est 2,5 millions de tonnes de pétrole. Donc si on arrive à extraire cette énergie-là, voilà, c'est une source potentielle d'énergie importante. Je vous ai dit qu'avec des réactions de fusion, oui vas-y. Ça c'est pour une réaction nucléaire sur 1 kilo. Alors ça, précisément, ce que j'ai calculé ici, c'est juste E égale MC2, c'est l'énergie de masse. Et si on arrivait à transformer intégralement cette masse en énergie, voilà ce qu'on obtiendrait. Je sais pas pourquoi c'est cette énergie. D'accord ? Dans l'énergie totale, on peut la décomposer en deux, cette énergie totale. Il y a une partie mc carré qui ne dépend pas de la vitesse de la particule, qui fait juste intervenir la masse, plus un terme qui dépend de la vitesse, c'est que j'ai écrit tout à l'heure comme gamma moins 1 fois mc carré. Et ça, si on le développe aux petites vitesses, ça redonne l'énergie cinétique usuelle. Et donc ça, c'est l'extension relativiste de l'énergie cinétique. Même si, quand ton système est au repos, quand il ne bouge pas, gamma égale 1, tout ça, ça vaut 0, et il reste cette énergie-là. Ça, c'est l'énergie qu'a le système, indépendamment du fait qu'il bouge ou pas. C'est l'énergie qui est stockée dedans. Si on arrive à transformer cette énergie sous une autre forme, par exemple, je sais pas moi, de la lumière, des photons, de la chaleur, voilà, ça nous donne une indication de la quantité d'énergie qu'on va effectivement pouvoir obtenir avec ça. Donc, 1 kg de matière, si j'arrive à transformer ce mc carré là, de 1 kg de matière en énergie, voilà combien d'énergie je vais obtenir. C'est la question que tu te poses, c'est en pratique comment on fait ça? D'accord. Donc ça c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Quand on fait une réaction de fusion, par exemple qu'on met 4 atomes d'hydrogène pour former un atome d'hélium, quand on prend 4 noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium, il y a 4% de l'énergie de masse qui est perdue, qui est transformée en énergie. La masse finale vaut 96% de la masse initiale. 4% qui est transformée en énergie. Donc ça veut dire que tu prends 1 kg d'hydrogène, tu le fusionnes pour faire de l'hélium, tu vas te retrouver avec 4% de l'énergie qui est là. 4% de ça, on multiplie ça par 4, ça fait 10, 20, ça fait 10 puissance 5. 1 kg d'hydrogène que tu fusionnes, tu vas récupérer 10 puissance 5, la même énergie que 10 puissance 5 tonnes équivalent pétrole. C'est beaucoup, hein? C'est ce qui se fait dans le Soleil. Hein. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il y a des recherches actives sur la fusion. Si on arrive effectivement à fusionner l'hydrogène comme le fait le Soleil, l'hydrogène, c'est le truc le plus courant dans l'univers. Il y en a partout. Hein. On est dans l'eau, hein, on a les océans, les atomes d'hydrogène qui sont là-dedans. Voilà, il y en a 2 par molécule d'eau. Il y en a vraiment autant que... Alors, l'hydrogène, en pratique, c'est pas le plus facile à fusionner. On arrive aujourd'hui à fusionner du deutérium, pas pour en faire de l'énergie de manière industrielle, mais bon, on commence à arriver à faire ça. Le deutérium, il y en a dans l'eau de mer aussi. Le deutérium, c'est de l'hydrogène lourd. Vous avez un noyau vous avez un proton et un neutron en fait qui sont collés. Donc c'est un isotope de l'hydrogène. C'est un truc stable. Alors, il y en a dans une petite proportion des molécules d'eau. Certaines molécules d'eau, c'est pas H2O, c'est H, O et D. Il y a un hydrogène qui est remplacé par un deutérium. Il y en a un petit peu, pas beaucoup, mais un peu. Si vous prenez si vous prenez 1 mètre cube d'eau, une tonne d'eau, et que vous prenez tout le deutérium qui est là-dedans, le chiffre, combien ça donne, et qu'on fait fusionner ça, je l'ai fait là le calcul, je ne veux pas le refaire, mais donc vous prenez le deutérium qui est dans 1 mètre cube d'eau et vous arrivez à le fusionner pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'hélium, vous obtenez 700 tonnes équivalent pétrole, avec 1 mètre cube d'eau. Si on prend tout le deutérium
qui est dans les océans, on arrive à produire l'énergie dont on a besoin aujourd'hui dans le monde pendant 100 millions d'années. Et ça sert à rien de terrain sinon dans le... Alors, effectivement, est-ce qu'on pourrait le faire ou pas? Apparemment, c'est juste, ça ne change pas les propriétés chimiques de l'eau, parce que c'est juste ça les mêmes propriétés chimiques que l'hydrogène. Ça pas de. Alors après, je dis pas qu'il faut le faire et tout, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur quand même, du potentiel qui est là-dedans. Et ça, c'est juste avec les 4%, enfin le fait qu'en fusionnant, on arrive à récupérer qu'un petit peu d'énergie de masse. La question qu'on aura envie de se poser, mais est-ce qu'on ne peut pas récupérer tout là? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de récupérer toute l'énergie de masse? On annihile, effectivement. Il y a des réactions, on annihile, annihilation. Il y a certaines circonstances dans lesquelles vous prenez de la matière et vous prenez autre chose, vous le mettez ensemble et ça disparaît pour donner plus que de l'énergie. Autre chose, ça s'appelle l'antimatière. Donc, la matière qui nous entoure ici est formée essentiellement de protons, de neutrons et d'électrons. Voilà. Ben, on sait aujourd'hui, ça fait presque 100 ans, hein, qu'il existe d'autres particules qui ont des propriétés très proches de celles qu'on connaît, des protons, des neutrons et des électrons, mais qui ont certaines propriétés opposées, dont la charge électrique. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Vous avez des positons qui sont exactement identiques à l'électron, sauf qu'ils ont un spin et une charge opposée, peu importe. Vous prenez un électron, vous prenez un de ces positons, vous les mettez ensemble, ben voilà, ça s'annihile, ça se désintègre pour former de la lumière, des photons, qui ont la même énergie que du coup 2 fois mc carré de l'électron. La raison pour laquelle je me souviens du 511 keV, là, c'est qu'en astronomie, ça joue un rôle important, ça. On observe, quand on regarde dans le ciel, on observe des rayons X qui ont exactement cette énergie-là, 511 keV. Ça, c'est parce qu'il y a dans l'univers, il y a des endroits où il y a beaucoup de positons, donc ces anti-électrons-là. Ces positons vivent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un électron, en haut, ils sont tranquilles. Hein. De temps en temps, ils rencontrent un électron, paf, ils s'annihilent. Ça fait de la lumière, et cette lumière, du coup, elle a exactement cette énergie-là, et on le voit comme une raie dans un spectre de rayons X. C'est ce qui s'appelle la raie d'annihilation du positon. Donc, voilà, comme je me souviens de ça, je me souviens du coup aussi de la masse de l'électron. Alors, aujourd'hui, ça, c'est pas du tout quelque chose d'envisageable au niveau industriel, hein, parce qu'on n'a pas de source d'antimatière aujourd'hui qui soit gratuite, c'est ça le problème. On arrive à faire de l'antimatière, mais pour la former, il faut en fait apporter de l'énergie qui, justement, serait celle qu'on récupérerait après. Donc, ça coûte de l'énergie de produire de l'antimatière. Quand on l'annihile, ça redonne l'énergie qu'on a mis dedans et on ne gagne rien. Par contre, il y a des endroits où il y a de l'antimatière qui se fait toute seule, hein, autour du Soleil. Quand vous avez une éruption solaire, vous avez des positons qui sont créés. Des réactions vraiment haute énergie, vous avez des positons. Si on arrivait à les choper, voilà, on pourrait du coup les mettre en boîte d'une manière ou d'une autre, en faisant attention, et les apporter en contact avec des électrons et récupérer l'énergie qui en est. Ah, regarde, d'accord, j'ai largement dépassé. Donc je m'arrête ici pour ça. Je prends juste le plan qui correspond à t et à x ici, et donc je dessine un vecteur qui a pour coordonnées. Ah pardon, oui, non. Donc j'ai pas du tout dessiné ce qu'il fallait. Non, mais oui, tu as tout à fait raison. J'ai pris ça et ça comme coordonnées du vecteur. C'est débile, hein. Okay. On peut faire un changement de prof. Donc du coup 2, 4, c'est effectivement pas du tout ce que j'ai dessiné, c'est quelque chose qui va être comme ça. 2, 3, et l'autre 2, 1, il va être comme ça. Là c'est 4. Ça c'est 2, 1. Ah c'est 4, 2. Okay. Non, c'est 2, 4 ça. 2. Le 4 sur le 6. Oui. Parce qu'en plus, il faut effectivement échanger ces deux trucs-là. Hop, putain. Du coup, x égale 4. Non, mais en fait, vous avez mieux compris que moi, donc je vais me mettre à dessiner. Et ensuite, x égale 1 et t égale 2. Voilà, ça les inverse.
Moi, ça y est, j'ai compris en tout cas. C'est bon? Merci. Attention, je ne mets pas de vecteur sur les vitesses. Ce que je veux dire ici, c'est juste vous indiquer que les normes des vitesses sont égales. Et sur le dessin, on voit bien que par contre, les directions sont opposées. Okay. On va étudier... Ah, ça fait un bonhomme. Ok, on s'en fout. Du coup, je vois plus que le bonhomme là. Bon. Ok. On va étudier cette réaction-là.